petit. Alors on accueille Denis Robert. Denis Robert, votre dernier livre, c'est un livre sur le premier Charlie Hebdo, ça s'intitule Mohican, et c'est un livre sur du temps du professeur Choron et de Cavana. Mais avant cela, il y a 15 ans, vous aviez, c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de venir ce soir, vous aviez publié Révélation, qui est à l'origine de l'affaire Clearstream, et là vous ouvriez déjà la boîte de Pandore. Hein. À l'époque, il était déjà question dans ce livre de sociétés offshore, de paradis fiscaux, de filiales de banques françaises dans les paradis fiscaux, ce qui vous avait valu 63 procès, je ne sais pas si le chiffre est exact, dans combien? 5 pays au moins? 63 procédures, parce qu'il y avait première instance et appel. Voilà. Dans 5 pays, oui. Dans 5 pays. Tout ça s'est terminé le 3 février 2011, quand la Cour de cassation a reconnu le sérieux de votre travail. Depuis, il y a eu un film qui a raconté tout cela. Il s'intitule L'Enquête. Il est sorti l'année dernière avec Gilles Lelouch qui jouait le rôle de Denis Robert. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui, la révélation des Panama Papers? Je sais que vous avez poussé un coup de gueule cette semaine sur votre compte Facebook. J'ai écrit en une minute un commentaire qui a été transféré 100 000 fois. Avec une petite vidéo que des copains à moi avaient fait, il y avait 140 vues. Et là, on en est à 120 000 vues en 40 heures, quoi. Ce qui d'ailleurs dit quelque chose d'assez fondamental sur les médias, quoi. En gros, ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux, quoi. Moi, si vous voulez, je suis dans une situation un peu délicate parce que je suis pas un donneur de leçons. Je suis absolument ravi de voir une fois de plus que les médias se mobilisent sur ces questions-là. Mais comment dire, j'ai eu le sentiment qu'on redécouvrait la Lune, quoi, que ces histoires de panaméennes, qu'est-ce que c'est Panama? Autre chose qu'un paradis fiscal qui est fait pour vendre de l'opacité et faire des panaméennes. Et qu'est-ce que c'est? Et toutes ces banques françaises dont on semble découvrir à nouveau aujourd'hui qu'elles ont des filiales dans les paradis fiscaux. Je veux dire, j'ai écrit ça en 80. Enfin, c'est pas pour me mettre en avant, mais je l'ai tellement écrit, je l'ai tellement dit, et j'ai tellement pas été entendu à ce moment-là que effectivement j'avais un peu les boules de voir que chaque fois qu'il y a un scandale comme ça, on a des gros titres, on a l'impression qu'on découvre la Lune, quoi. Et c'est moins les journalistes qui me posent problème que les politiques. Et si vous voulez, quand j'ai vu Michel Sapin, interviewé très bien d'ailleurs par Élise Lucet dans l'émission Cache Investigation, et quand j'ai entendu François Hollande, alors évidemment, je sais que vous parlez de la gauche et je vais encore un peu pas être très gentil avec eux, mais avant, j'ouvre une parenthèse, je trouve que la droite est encore pire, quoi. La droite républicaine, parce que souvenons-nous de Nicolas Sarkozy en 2012, nous assurant les yeux dans les yeux que les paradis fiscaux n'existaient plus et tout. Alors lui le point de départ, c'est vraiment super Pinocchio, quoi. Parce que avoir l'impudence, l'impudeur de dire un truc pareil, on voit aujourd'hui qu'il nous a menti. Et la question préalable que je me pose, parce qu'avant de taper sur le PS et sur la gauche, je tiens quand même à dire ça, c'est comment quelqu'un comme ça peut-il être encore crédible aujourd'hui? Comment des journalistes peuvent-ils continuer à l'interroger sans lui remettre sans arrêt ces questions, quoi. Et je pense d'ailleurs à un deuxième homme de droite, après j'en aurai fini avec les Républicains, c'est Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, que je vois partout dans les médias, son mouvement politique a été financé par des traders à Londres. Voilà, comment voulez-vous qu'un type comme ça, à mes yeux, soit crédible? C'est des gens qui n'ont plus... Vous êtes sûr de vous? Vous êtes sûr mais qu'il non, va mais pas ça a encore été... vous faire un procès en Mais non, diffamation? Ça On avait déjà eu beaucoup. c'est sorti par Le Point, c'est Libération l'a écrit. Vous allez sur Google, vous tapez Wauquiez trader Londres et vous aurez l'histoire. J'ai rien contre lui, mais quand je vois ce type d'homme politique, et vraiment, je ne veux pas dire tous pourris, mais parler dans les médias et nous donner des leçons de morale sur les paradis fiscaux, etc., j'ai envie de fermer ma télévision. Et je pense qu'une des raisons, vous parliez de Nuit debout, une des raisons pour lesquelles il y a cette mobilisation, c'est parce qu'il y a un désenchantement total, plus personne n'y croit plus, et ne croit surtout plus à François Hollande et au Parti socialiste, parce que, et là je reviens à l'affaire des Panama Papers, on voit que, encore une fois, dans l'émotion, parce qu'il y a un gros impact en ce moment, puisque tous les médias du monde s'occupent de ces Panama Papers, on a ce ministre de l'économie, ce Premier ministre,
ministre et ce président de la République qui viennent nous dire « je vous ai compris, c'est bon, on va faire des lois, on va… » Ils ne sont pas crédibles. Je veux dire… Vous avez raison. Non, mais bien sûr. Non, mais et donc c'est pour ça que Ça, si vous voulez, j'ai eu un sentiment, c'est pas de l'agacement, parce que je me dis qu'à force, quand même, les choses devraient changer et vont changer. Et ça Parce que mérite de l'agacement. le problème, ça n'est pas, comment dire, le capitalisme. Moi, je ne suis pas anticapitaliste. Je pense que le capitalisme, c'est pour l'instant ce qu'on a trouvé de moins pire, c'est un mode de production, etc. Le problème, c'est évidemment la redistribution, le vol manifeste dont on est victime, et c'est de plus en plus difficile pour nous. Je veux dire, on voit les impôts qu'on paye, etc. Et ça a l'air d'être très facile pour eux quand on voit la courbe. Eux étant… alors après, quand on dit… Je précise juste que ce qu'on voit là, le secret bancaire est un droit de l'homme riche. Ouais. C'est une de vos œuvres, Denis Oui, Robert. c'est ça. Parce que vous êtes plus seulement documentariste, journaliste. Non, mais etc. ça, c'est parce que… C'est sur les listings de Clearstream que vous avez fait. C'est ça, oui. Non, mais je vous ai interrompu, juste, c'était pour éclairer. Non, c'est parce que quand j'ai été mis en examen pour recel de vol de secret bancaire, j'étais plus très audible, et donc j'ai eu l'intuition d'imprimer sur des toiles ces fameux listings bancaires, et je les ai tagués. Et des galeries d'art, voilà, j'ai trouvé une place dans les galeries d'art que j'avais plus envie de trouver dans les médias, quoi. Mais voilà, et non, ce que je sais plus, vous m'avez coupé. Oui, je suis navré. Non, mais ce qui est intéressant, c'est par rapport, voilà, c'est la crédibilité qu'on peut accorder aujourd'hui à cette parole politique. Donc, quand j'entends Michel Sapin, j'ai rien contre lui, ou François Hollande, j'ai un peu plus contre lui, mais passons, tenir les propos qu'ils tiennent aujourd'hui, je pense à ce qui s'est passé il y a moins d'un an avec l'affaire LuxLeaks. Souvenons-nous de LuxLeaks. On a quelqu'un qui est un lanceur d'alerte, qui s'appelle Antoine Deltour, qui a 28 ans, qui est auditeur dans une société d'audit, et qui va, pour notre seul bien collectif, nous informer d'un truc de dingue quand même, qui est que le Luxembourg négocie en douce avec toutes ces multinationales, Amazon, Google, etc., des accords fiscaux qui font que ces grosses boîtes ne payent plus d'impôts, alors que nous, on nous persécute d'impôts. Cette information sort, on a les mêmes cris effrayés de la part de tous ces hommes politiques qui, oulala, c'est terrible, enfin, etc. On va tout changer, on va tout changer. Qu'est-ce qui s'est passé avec LuxLeaks ? Que dalle. C'est-à-dire que la tentative de commission d'enquête qui devait être lancée à Bruxelles, grâce au lobby bancaire, mais droite comme gauche, c'est-à-dire PS comme Parti populaire à Bruxelles, a complètement étouffé tout ça. Est-ce qu'on a vu M. Sapin ou M. Hollande dire « bravo les lanceurs d'alerte, je vais défendre Antoine Deltour ». Non, ce pauvre Antoine Deltour va avoir un procès la semaine prochaine à Luxembourg, puisqu'il est poursuivi, et pour les mêmes chefs pour lesquels j'étais poursuivi il y a 7-8 ans, c'est-à-dire lui, ses vols de secrets des affaires, etc. Alors que ce qu'il a fait, c'est vraiment un acte magnifique, puisqu'il a pris un risque, il l'a donné d'abord anonymement, parce que lui ne pensait pas se faire prendre, à un journaliste, et le journaliste est également mis en examen, ce qui est très scandaleux. Alors on va dire, oui, mais la justice luxembourgeoise, elle peut faire ce qu'elle veut, nous, la France est un pays indépendant du Luxembourg. Voilà, oui. Vous savez tous comme moi que c'est faux. C'est-à-dire qu'à la seconde où François Hollande ou n'importe qui va prendre son téléphone ou va dire, c'est plus Juncker aujourd'hui, mais c'est Bechtel ou je ne sais plus comment il s'appelle, arrête tes conneries avec ce lanceur d'alerte, il est français, et il n'y a pas… Vous imaginez le scandale si ce type est condamné ? Il peut faire 5 ans de prison et être condamné à des… la seule raison, c'est qu'il nous a informés de ce délire dans lequel on vit, qui est ces multinationales et ces types qui nous font les poches. C'est vraiment ça qui se passe avec LuxLeaks. Donc il y a un an, on a eu l'affaire LuxLeaks. Aujourd'hui, je vois arriver cette affaire. Moi, j'étais aux États-Unis il y a 2 jours, donc j'ai vu aussi les journaux américains partout. Tout le monde parle de ça et c'est très bien, mais j'ai le sentiment que ça va commencer à s'essouffler, que dans la manière dont l'affaire a été lancée, d'ailleurs le casting un peu étrange avec les noms qui sont sortis, etc. J'aimerais y croire, mais j'ai tendance à pas y croire. En tout cas, pas à croire à cette parole. Les deux grands lanceurs d'alerte, celui qui est réfugié à l'ambassade… Snowden ou Snowden. Assange. Assange. Oui, Assange. les deux, on n'a rien fait pour eux. Non. On n'aura pas proposé de les accueillir, France, on ne les a pas refusé de proposer les défendre, on n'a pas rien proposé, on les a lâchés tous les deux. Alors que c'est énorme ce qu'ils nous ont appris. Mais exactement. Et donc il y a forcément un rapport entre cette révolte. Alors moi aussi, je suis passé à République tout à l'heure, il y a des milliers de personnes qui sont là. Effectivement, il y a un côté, je sais pas, mai 68, un peu babacoulesque, un peu flower power aussi. Les types discutent, etc. Mais ce sont surtout des gens qui sont démunis, désarmés, désenchantés, qui essaient de construire
construire quelque chose. Et si parce que tout à l'heure, je suis arrivé, vous en avez pas parlé, mais la jeunesse de tout ça, c'est quand même le film de Ruffin qui s'appelle Merci Patron, où c'est quand même un film hallucinant, d'ailleurs qui fait un carton en ce moment en salle, où on voit comment Bernard Arnault essaie de corrompre un pauvre couple de chômeurs. Enfin, c'est ce film-là qui génère cette colère-là, mais en même temps, c'est même pas de la colère, parce qu'on n'est pas dans un truc où on commence à mettre le feu, etc. On est des gens, en plus, ils revendiquent rien. Mais ce qui se passe, moi j'habite Metz, j'étais à Grenoble hier, et donc dans toutes ces villes, il se passe quelque chose, quoi. C'est-à-dire que des gens se réunissent, se parlent et sont... voilà. Alors, je ne sais pas sur quoi ça va déboucher, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça a l'air d'être assez solide et que si on ne les entend pas, mais je ne sais même plus comment poser l'équation, parce qu'on ne les entend pas. On ne les entendra pas, et à un moment donné, il va peut-être falloir qu'un mouvement s'embraye, que je ne souhaite pas, mais qui va être quelque chose d'insurrectionnel, parce que et ce sont ces politiques-là qui ont amené cette chose. Et pour moi, c'est douloureux de dire ça, parce que je suis un démocrate, j'ai envie de croire en tout ça, mais j'ai surtout pas envie de voir ce pays sombrer, de voir le Front National arriver. Mais voilà, enfin, Laetitia Stroche-Bonnard. Je pense que ce que vous voulez dire également, c'est qu'il y a une espèce de méfiance de plus en plus croissante à l'égard de l'élite. Et je pense qu'on peut très bien distinguer aussi la question de l'anticapitalisme et de la critique de l'élite. Et la critique de l'élite avec les Panama Papers, malheureusement pour l'élite, ça ne va faire que s'accentuer. Tout à fait, mais je suis absolument d'accord avec vous. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut très bien être capitaliste et défendre le capitalisme tout en pensant que l'élite française est tout à fait problématique. Parce que, notamment l'élite politique, ne se remet jamais en question. Je suis absolument sidérée, par exemple, que nous ayons aujourd'hui des gens qui prétendent accéder aux plus hautes fonctions, alors qu'ils ont perdu à des élections importantes par le passé, qui n'est pas démissionné. Et ça, c'est un des seuls pays du monde où, quand vous perdez à une élection majeure, vous vous représentez à nouveau. Mais je pense que ça n'est pas seulement la politique. Je pense que l'élite, c'est quelque chose de très large. Et je pense qu'on a un problème avec la responsabilité, y compris dans les entreprises, mais même dans les associations, même dans les fondations, partout. Je trouve que les organisations des structures en France sont particulièrement imperméables à la responsabilité. Il y a beaucoup de structures, même associatives, où vous pouvez avoir un chef qui règne comme ça, sans être jamais remise en cause. Donc, ça n'est pas forcément une question d'argent ou de hauteur de responsabilité, mais c'est que notre société a un rapport très étrange à la responsabilité. C'est comme si l'élite, pour les Français, n'avait pas à rendre de comptes. Il y a un terme en anglais qui s'appelle accountability, ça veut dire rendre des comptes. Et on n'a pas de mot français pour le traduire. On dit responsabilité, mais on ne dit pas rendre des comptes. Donc, il manque vraiment, en fait, dans nos institutions, des procédures pour avoir plus de transparence, pour que nous puissions demander plus de comptes à cette élite. Et que l'élite politique, quand elle est contestée, elle ne revienne pas. Voilà, je voulais simplement dire qu'on peut contester beaucoup de choses aujourd'hui, tout en estimant que le système capitaliste n'est pas forcément le pire. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, Voilà. vous l'avez dit vous-même. Le fait que le terme existe en anglais ne veut pas dire que les choses vont mieux en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Je trouve qu'elles vont mieux en Grande-Bretagne. Marcel Gauchet, sur le les système Panama politique Papers, va mieux en Grande-Bretagne. ça vous semble... Je crois que Denis Robert a tout dit. C'est-à-dire que l'importance sensationnelle accordée à l'événement est sans rapport aucun avec les suites qui seront données, dont on peut prévoir qu'on va créer des commissions, on va créer des études internationales, et puis il ne se passera pas grand-chose. Mais comment l'expliquez-vous? Parce que l'intérêt, évidemment, de la France, ce serait de récupérer tout cet argent qui s'en va. Ça va plus loin. Je pense que C'est ce qu'a dit pour les Hollande. États d'aujourd'hui, c'est une question de vie ou de mort. Ou bien ils sont capables de mettre en œuvre de façon concertée à l'échelle internationale des politiques qui permettent des rentrées fiscales normales. Parce que, attention, une parenthèse par rapport à ce que disait Denis Robert, il y a évidemment cette question de la fraude, carrément, la caractériser. Mais il y a toute la question de l'optimisation fiscale des entreprises, qui est encore beaucoup plus importante et qui souvent emprunte les mêmes canaux. Et c'est franchement très drôle de voir comment la Société Générale se défend ou comment des types viennent vous expliquer, oui, j'ai une panaméenne, mais c'est légal, ou c'est pas pour frauder. À quoi sert une panaméenne?
NMN, si c'est pas pour frauder, ça sert strictement à rien. Terminé, quoi. Marcel Gauchet, Alors- parce qu'il reste juste 4 minutes. Je crois que l'importance de la question et l'incapacité de répondre aux problèmes et même de s'expliquer vraiment. Est-ce qu'il suffit de dire, quand on est ministre des Finances, oui, nous allons travailler sérieusement sur la question. Mais ce qu'on attend, c'est l'explication voilà, de ce qui a été la politique Bien menée sûr. en la matière. Et là, il faut qu'on arrive dans une question qui est la question clé à beaucoup d'égards dans le monde où nous sommes, qui est la question du pouvoir financier. Je crois me rappeler que François Hollande avait parlé de son Son ennemi, ennemi. c'est la finance. Exactement. Oui, mais Eh bien oui, il aurait pu développer, il aurait pu nous expliquer en quoi. Et parce que c'est vraiment la question clé. Il y a une raison à l'échec de toutes ces tentatives de remettre à plat un peu le système. C'est le pouvoir incroyable du lobby bancaire dans le monde où nous Exactement. sommes. Et des instruments financiers qu'il faut mettre sur la table une bonne fois. Alors Jean-François Kahn, conclusion. Moi, de tout ce qu'on disait, je pensais à une chose. C'est que sous prétexte, c'est pas, le mot prétexte n'est pas très bon, mais qu'au nom d'une certaine utopie, de certaines utopies, on a eu des expériences qui ont échoué et dont certaines ont été catastrophiques. Sous prétexte de ça, on a considéré que c'était devenu une obscénité, l'utopie, que le mot était obscène. Mais l'utopie, c'est pas simplement quelque chose qui a débouché sur le communisme. L'utopie, la République a été une utopie. Le suffrage universel a été une utopie. La démocratie était une utopie. Le libéralisme a été une utopie. Tout ce qu'il y a de mieux dans notre civilisation et dans nos sociétés d'aujourd'hui, ça a d'abord été des utopies. Imaginez qu'on leur ait dit ah non, ça n'existe pas, ça s'est jamais fait, c'est de l'utopie, on n'en parle plus. Alors on n'aurait pas la République, on n'aurait pas la démocratie, on n'aurait pas le suffrage universel. Mais il faut renouer avec ça. C'est terrible, c'est un non-futur. Évidemment qu'il faut renouer avec l'idée qu'on a le droit et qu'on a même la nécessité et même le devoir de penser un autre monde. et de réguler Pas forcément, le on n'est pas obligé d'y adhérer. On n'est pas, mais il faut que des gens pensent à un autre monde. Sans quoi on a des gens qui pensent à un autre monde. C'est Daesh. Sans quoi on a un autre, des gens qui vous prononcent des trucs. C'est le Front National. Si on leur laisse au Front National, on laisse à Daesh, on laisse à tout ça, le confisquer le rêve à quelque chose d'autre. Si on n'est pas capable, nous, de proposer un rêve pour quelque chose d'autre. C'est vraiment ça, quelque chose qui me frappe. Manuel Savard-Marsal, très court. Oui, non, je pense que je suis tout à fait d'accord. Il faut réhabiliter cette idée d'utopie. Il faut se doter de projets qui font rêver, qui permettent de réenchanter la vie politique. Regardez Merci Patron, c'est jouissif. Regardez ce que fait Podemos en Espagne, ça donne aussi du plaisir. Leur slogan de campagne, c'était quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez voté en y croyant? Ben, effectivement, ça fait très longtemps pour beaucoup d'entre nous qu'on n'a pas voté en y croyant. René Frégosi, Non, mais courte conclusion. je suis pour le capitalisme régulé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le capitalisme, il est à un stade tellement élevé. Le capitalisme, c'est la financiarisation, c'est la définition même, prenez Brodel, du capitalisme. Mais un capitalisme doit être régulé, sinon on en arrive là. Mais il y a, la méconnaissance de l'analyse du stade actuel du capitalisme. Je n'ai jamais été marxiste, mais nous devons faire une analyse du capitalisme aujourd'hui. Elle n'existe pas, c'est pas Piketty. Hein. Et il faut quand même terminer là-dessus, la lâcheté des politiques, parce qu'effectivement, comme l'a dit Marcel, il faut une coordination des États, parce qu'un État tout seul, il ne peut rien faire contre les paradis fiscaux. Alors ils peuvent dire, mais s'ils ne se coordonnent pas, et pour se coordonner, il faut du courage. Et le courage, c'est ce qui manque le plus à nos politiques. Chantal Mouffe, très court. Oui, mais écoutez, je parlais avant du fait que notre société était en train de s'oligarchiser. Mais je crois qu'ici, on a un exemple exactement de comment ça a lieu. Et c'est-à-dire c'est vraiment obscène, c'est ce qui se passe. Et j'espère que, on ne s'étonne pas qu'il y ait des mouvements d'opposition. Et je suis d'accord avec vous, d'une certaine façon. S'il ne se passe rien, on va avoir quelque chose de beaucoup plus grave que ce qu'on voit aujourd'hui avec la Nuit debout. Il pourrait y avoir des mouvements vraiment insurrectionnels parce que les gens, vraiment, on ne peut pas accepter. C'est obscène ce qui se passe. Et voir des choses comme ça donne vraiment l'impression que, un beau jour, ça va exploser. Ça va exploser. Dernier mot. Non, Marcel Gauchet parlait du lobby bancaire. Moi, l'inquiétude que j'ai, qui est réelle, c'est que ce lobby bancaire, on peut le nommer, c'est 28 ou 30 banques dans le monde qui pratiquent
chacune des pyramides de Ponzi qui jouent sur des hedge funds, qui sont particulièrement endettés et qui ont mis à leur joug des États et des hommes politiques, quoi. Et donc, ce sont ces banques, ces banquiers, ces conseils d'administration, en particulier américains d'ailleurs, qui sont responsables de cette situation. Et face à elles, à ces banques et à ce système, on ne sait pas très bien comment faire. Mais simplement, en 2008, on a vécu une crise qui était la crise des subprimes, où les États ont supplanté les banques, ont été sauvés par ça. Si on a une crise dans les années prochaines d'une banque, on ne trouvera plus d'argent au niveau des États. Il faudra aller sur Mars ou sur Pluton, mais je ne suis pas sûr qu'on en trouve. Donc ça peut être vraiment le bordel, quoi. Voilà, c'était pas très gai comme tous les 7 d'avoir participé à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. On se quitte évidemment en musique avec CU. Elle est brésilienne. Elle sort son 4e album intitulé Tropics. Elle va nous en interpréter tout de suite un extrait, un titre inspiré du Parfum de l'invisible, un album célèbre de Milo Manara. Je ne sais pas dire le Parfum de l'invisible en portugais. Je vais laisser CU nous le dire à ma place. CU, c'est à vous. No dia em que eu me tornei invisível, passei café preto ao teu lado, fumei desajustado cigarro, vesti a sua camiseta ao contrário, aguei as plantas que ali secavam. Por isso o cheiro impregnava o seu juízo, o meu juízo invisível e o mundo a meu favor para me despedir e ser quem eu sou. Você me viu e o mundo também, e o que tava quietinho ali se mostrou meu bem, se mostrou meu No dia em que eu me tornei invisível, passei café preto ao teu lado, fumei desajustado cigarro, vesti a sua camiseta ao contrário, aguei as plantas que ali secavam. Por isso o cheiro impregnava o seu juízo, o meu juízo invisível e o mundo a meu favor para me despedir e ser quem eu sou. Você me
Bye.